Et qu'en est-il de la responsabilité de l'OMS dans la gestion de cette crise? Je vous présente son président. Il n'est pas médecin et doit son titre de docteur à une thèse sur les maladies infectieuses. Il a été ministre de la Santé en Éthiopie et on lui reproche d'avoir dissimulé une épidémie de choléra. C'est donc bien un homme politique. Le problème déjà soulevé en 2010 reste sa dépendance vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique. Ses financements dépendent en effet à 80% de fonds privés et quand on y regarde de plus près, ces fonds sont très liés, en majorité, à Big Pharma. On comprend donc facilement la volonté de torpiller un médicament vieux et peu coûteux. Avec un groupe de personnes très actives dans le monde entier, des experts de différents domaines, on était allé à l'ONU, on a rencontré des rapporteurs spéciaux, on est allé 2 années de suite, et un rapporteur spécial un jour nous a dit, mais vous savez, l'industrie pharmaceutique, c'est la plus grande cause de corruption sur la planète, même avant les bâtiments travaux publics, parce qu'un médicament, ça coûte pas forcément très cher à fabriquer, bon, ils peuvent se planter, ils peuvent perdre quelques millions sur le développement d'un produit, mais une fois que le produit marche et lancé, après les chaînes de production baissent les coûts et ils peuvent le fabriquer pour $5 et vous le vendent à 500 ou $800. Ça dépend des produits, mais donc les marges peuvent être colossales. Après 7 mois d'une campagne de dénigrement contre l'hydroxychloroquine, c'est Gilead qui rafle la mise. Bonne nouvelle, l'Europe a donc encore un peu d'argent pour l'industrie pharmaceutique. Gilead, un nom biblique en référence au baume de Galaad, un baume médicinal mentionné dans la Bible. Une feuille et un bouclier, la santé et la force. Il manque juste le dollar. En 2019, son chiffre d'affaires atteint les 22 milliards $. Pour le Remdesivir, les matières premières coûtent $10, pour un traitement revendu $3120. Nous sommes bien chez l'oncle Sam. Juin 2020, Gilead se voit valorisé après une fusion à 200 milliards. C'est le jackpot, avec un médoc cher et qui s'avale avec une seringue. Retour à la réalité avec ce géant américain, à ses côtés pour le conseiller, un certain nombre d'experts, dont un Français, le professeur Yazdan Pana. De 2013 à 2015, il participe aux réunions de direction du groupe. Et c'est aussi lui qui, 5 ans plus tard, pilote en France la crise du Covid, en tant que membre du conseil scientifique nommé par Macron. Enfin, il aura piloté l'étude Discovery, dont on connaît la fin. La coûteuse enquête française a dû être annulée, officiellement faute de patients, l'épidémie étant derrière. Officieusement, pour faire barrage à l'hydroxychloroquine, qui affichait les meilleurs résultats intermédiaires face au placebo, comme le montre ce croquis. Le professeur Raoul Tessonnet, KO debout. Sur CNews, il lance un appel. Déroutant. Je fais un appel aux journalistes d'investigation. Je voudrais savoir pourquoi les 2 essais comparatifs avec l'hydroxychloroquine faits dans ce pays, Discovery et l'essai fait à Angers, e-Covid, ont été arrêtés prématurément alors que l'hydroxychloroquine donnait de bons résultats. Un chaos à cause d'une enquête salement bidonnée. Gilead sait bien s'entourer. 2 de ses actionnaires sont aussi actionnaires du Lancet. Il s'agit de 2 fonds d'investissement américains, The Vanguard Group et BlackRock, bien connus en France pour avoir influé sur le financement des retraites. La corruption n'a pas de frontières. Vous avez un produit, il y a des preuves qui montrent que ça marche pas, et vous dites prenez de l'hydroxychloroquine, vous serez protégé. C'est comme quand vous aviez la BD de Lucky Luke avec le remède miracle, où on dit aux gens prenez ça et vous allez être guéri. Pardon Martin, mais moi j'ai entendu Christian Estrosi dire mais j'ai été soigné grâce à l'hydroxychloroquine. J'ai été soigné. Il y a cru, la croyance. Il a cru peut-être parce qu'il a vécu cela et il s'est dit quand j'ai pris ce médicament, j'ai plus eu de fièvre et ça allait mieux. Oui, mais c'est pas vrai. Sauf que c'est pas vrai. Sinon on l'aurait vu dans les études. Donc en fait, il y a le hasard qui fait qu'il a été mieux et lui, il y a eu beaucoup de hasard. Il y en a beaucoup qui ont témoigné. Il a imputé ça à l'hydroxychloroquine et c'est là qu'on voit qu'il faut que la science intervienne dans la médecine. Sinon, je suis désolé, c'est du charlatanisme. On peut dire tout ce qu'on veut. En période d'incertitude, l'information négative est pris avec avidité par les gens, parce qu'on ne peut pas risquer de ne pas prendre en considération une information négative. Si on vous dit des choses positives, eh bien il y a un risque beaucoup plus grand de croire la positivité. Et donc, des gens qui balancent finalement sur les plateaux des choses très négatives gagnent à tous les coups. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, on continue à les voir. Aujourd'hui encore, il y a les mêmes personnes qui nous prévoyaient 500 000 morts qui sont toujours en place. Ils sont indéboulonnables, ils ont beau s'être trompés sur toute la ligne depuis le début,
ils sont toujours là. Si quelqu'un avait dit quelque chose de positif et que l'épidémie était réellement arrivée, cette personne serait vouée aux gémonies et ce serait discrédité totalement. Là, ils disent tout ce qu'ils veulent, ils ne sont jamais discrédités. On ne leur dit plus rien. Donc, si vous voulez, ils ont tout à gagner à être dans cette posture-là. Sur les plateaux, certains épidémiologistes continuent de prophétiser le pire, mais avec le sourire. Quelques clics plus loin, on découvre très vite que cet épidémiologiste est avant tout un homme d'affaires. En 2013, le jeune homme monte une start-up financée en grande partie par l'industrie pharmaceutique, dont le géant Gilead. Martin Blanchet se défend d'être en conflit d'intérêts. Il n'est pas un médecin prescripteur de molécules, dit-il. C'est vrai, c'est juste un homme d'affaires chargé par l'OMS de trouver un médoc à vendre à la communauté internationale pour combattre la Covid. Il est donc l'intermédiaire entre les médecins prescripteurs de molécules et l'industrie pharmaceutique. À quel titre intervient-il sur les plateaux TV? Toute la question est là. Quel est donc ce virus? Et surtout, que font ces hommes dans ces labos qui sont plus protégés que des coffres-forts? Pourquoi manipulent-ils le naturel? Anthony Fauci, depuis des années, travaille sur la transmission des virus interespèces. Car jusqu'à maintenant, les virus venant du monde animal ont du mal à se transmettre d'homme à homme. Le président Trump dit de lui qu'il a 500 ans, un homme qui voit loin, très loin. Lui aussi est un prophète comme on n'en fait plus. Et s'il y a un message que je veux vous laisser aujourd'hui, basé sur mon expérience, et vous le verrez dans un instant, c'est qu'il ne fait aucun doute qu'il y aura un défi pour l'administration à venir dans le domaine des maladies infectieuses. Une maladie infectieuse chronique, au sens de maladie déjà en cours, et nous en avons certainement un lourd fardeau. Mais il y aura aussi une épidémie surprise. En 2017, Anthony Fauci annonce une épidémie surprise pour l'administration Trump. D'où vient cette certitude, cette assurance à prédire le virus catastrophe, surtout quand vous représentez une autorité scientifique? C'est-il des choses que son président ignore pour aller jusqu'à le contredire lors d'une conférence de presse? It goes out and it's going to go out fast. We're going to be watching for it. But it's all possible. It's also possible it doesn't come back at all. We will have Nous aurons le coronavirus cet automne. J'en suis convaincu. Un virus qui fragilise jusqu'au plus haut sommet et donne à des hommes de science une assurance déconcertante, pour ne pas dire troublante. Que savent-ils qu'ils ne peuvent pas dire? I didn't say that this was going to be worse. I said it was going to be more complicated or more difficult and potentially complicated. Deux conseillers santé qui font peur face à un président qui rassure. Cherchez l'erreur. Anthony Fauci connaît bien l'univers des virus. Depuis des années, il consacre des millions de dollars pour des recherches sur la transmission des virus interespèces. Car jusqu'à maintenant, les virus venant du monde animal ont du mal à se transmettre d'homme à homme. Les travaux consistent donc à prendre des virus sauvages et à essayer de les faire transmettre à l'homme avec des gains de fonction, afin qu'ils deviennent hautement transmissibles, ce qui est la marque d'un virus pandémique. L'objectif de ces recherches étant de trouver un vaccin quand le dit virus pandémique pointera le bout de son museau. Des travaux jugés dangereux et qui ont même été arrêtés de 2014 à 2017. Ils ont repris depuis, avec 3 millions de dollars en plus, notamment pour le laboratoire de Yuan. Que font ces hommes dans ces labos qui sont plus protégés que des coffres-forts? Bill Gates nous annonce une guerre pire que le nucléaire. Se prépare-t-elle dans cet univers de nouveau monde? Les mensonges, le premier qui vient à l'esprit, si je remonte dans le temps,
c'est l'apparition de ce virus qui serait apparu prétendument à Wuhan, mais dont des symptômes similaires avaient été constatés dès le mois de mars ou avril 2019 aux États-Unis, sachant que le laboratoire de Fort Detrick avait été fermé justement à l'été 2019 pour des raisons de fuite de matériaux bactériologiques. Une information, encore une fois, rarement évoquée. Le docteur Fauci peut continuer son travail d'apprenti sorcier en dopant des coronavirus grâce à des gains de fonction. Aux États-Unis, rien n'est laissé au hasard. Même la prévention d'une pandémie, unique dans l'histoire de l'humanité. L'Agence de santé publique a décidé... Je pense que c'est pas rassurant, je suis d'accord avec vous. Ça sera une grave épidémie. Les entreprises vont devoir fermer, c'est un fait. Nous sommes en train d'aller vers quelque chose de dangereux. Quelque chose doit changer. C'est quoi vos priorités? Mais où est l'argent? Donc il y a une peur massive? Et cela va continuer à augmenter de manière exponentielle. Nous pourrions voir le nombre de cas doubler en une semaine. Vous ne rêvez pas. Il s'agit juste d'une mise en scène qui a eu lieu le 18 octobre 2019 aux États-Unis pour une répétition générale en cas de pandémie mondiale. Autour de cette table, tous les secteurs représentés, les hôpitaux, les transports, les industriels, l'armée et les médias. On y évoque également le rôle des réseaux sociaux dans la désinformation. J'ai peine à le croire. La désinformation sape les efforts de contrôle de la pandémie. Et d'où vient cette désinformation? Des entreprises ou du gouvernement? Surtout quand je découvre que ce sont des milliardaires qui sont derrière cette répétition générale soutenue par l'OMS. Alors que ces élites s'entraînent à combattre une pandémie historique mais encore hypothétique, au même moment à Wuhan débutaient les Jeux Olympiques militaires. Un événement mondial avec toutes les nations représentées, un terrain de jeu idéal pour un virus pandémique auquel croient tous ces vrais faux acteurs. Moi aussi, je suis perdu. Mais cette situation de verrouillage n'aurait jamais été rendue possible sans la participation des 3 grandes agences de presse mondiales. Ce sont elles qui informent le monde. Moins de 10 000 personnes qui vont donner le là à toutes les télévisions du monde, à toutes les chaînes d'information. C'est de l'AFP que partira le 22 mai sur tous les écrans du monde l'étude bidonnée du Lancet qui allait enterrer l'hydroxychloroquine. Les analyses qu'on a faites, on les a faites au travers d'un collectif qu'on a appelé le collectif citoyen. Ça regroupe à peu près 500 personnes. Il y a eu plus de 1000 intervenants à un moment, divers et variés. Il y a une trentaine de personnes qui sont de bon niveau scientifique. Ça peut être des enseignants, ça peut être des chercheurs, ça peut être des médecins. Cette étude est parue le 22 mai. Le 22 mai, elle est parue, je ne sais plus exactement quelle heure, mais 10 minutes après, on avait débunké cette étude. Le collectif avait dit cette étude, c'est pas possible. Pendant ce temps-là, l'AFP faisait une dépêche qui a été reprise par tous les médias. Impossible de remettre en cause une dépêche de l'AFP. Pour tout journaliste, c'est Dieu qui parle. Mais un Dieu qui utilise depuis 8 mois des superlatifs pour parler du virus. Pourtant, à sa tête, nous n'avons pas un journaliste, mais un énarque habitué lui aussi des hautes sphères de décision pour avoir dirigé des géants comme Vivendi ou Havas. Le soutien du gouvernement aura été indispensable pour son élection. Fabrice Priès est camarade de promo d'Emmanuel Macron. Ça facilite une élection. Dans la dernière ligne droite, le soutien de l'État qui compte 3 administrateurs au Conseil a été déterminant. La presse intéresse les philanthropes milliardaires. La fondation Bill et Melinda Gates a été généreuse pour elle, surtout ces 2 dernières années. 250 millions de dollars au total distribués à des dizaines de médias, dont le journal Le Monde, qui a vu sa dotation augmenter en 2019 et 2020 avec un don de plus de 2 millions d'euros. En 2016 et 2017, le journal recevait un chèque de 516 000 euros et de 680 000 euros pour 2017. Et en temps de guerre, l'État n'oublie pas son allié principal. Petit clin d'œil du gouvernement avec un chèque bien signé à destination des 66 millions de Français qui pourront continuer d'écouter les mêmes infos.
1465, 208 nouveaux malades, 127 morts, 605 décès. Surtout, restez mortels pour des millions de personnes. Dès lors que vous faites croire à quelqu'un qu'il est en danger de mort, vous en faites ce que vous voulez. Et moi j'ai souvenir, j'étais en Suisse, on était semi-confinés, j'ai un beau-frère qui fait beaucoup d'affaires avec la France, et il me disait, ça le faisait rire, il me disait, mais je parle à des Français, je leur dis que j'ai eu le Covid, c'est un type de 50 ans sans problème de santé, ils sont là, mais t'as survécu? Vous voyez? Donc ça veut dire que dans l'imaginaire collectif du peuple français, le danger de mort était à chaque coin de rue. Un de vos ministres a osé dire, c'est comme la peste noire. Mais ce type, il doit plus jamais occuper un poste dans la fonction publique pour dire des choses pareilles.